Et on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Comme il existe des faux sourds qui entendent uniquement quand ça les arrange, je pense qu'il existe également des fausses têtes en l'air, de faux lunaires que je qualifierais juste de paresseux ou d'assistés. Alors pardon de jeter une nouvelle fois un regard assez sexiste sur la situation, mais pour avoir partagé la vie d'un homme de cette nature-là, je crois que les mâles maternés font souvent partie de cette catégorie. Vous savez, ce type d'homme qui crie très fort le matin qu'ils ont perdu leurs clés dans l'espoir que vous, angoissés à l'idée de vous faire agresser dès l'aurore, mettiez alors toute votre énergie à retrouver son Graal à sa place. D'ailleurs, dans les pires cas pathologiques, ce type d'appel au secours peut se transformer en réflexe quotidien, avec comme toile de fond une mauvaise foi presque risible. Exemple, chérie, tu n'as pas vu mon tire-bouchon? Ça fait 2 heures que je le cherche. Traduisez, chérie, peux-tu me poser dans la main le tire-bouchon que je n'ai jamais rangé de ma vie et que donc je n'ai aucun moyen de retrouver? Autre exemple, ok. Mon ange, tu n'as pas vu mes chaussettes bleu marine? Traduisez. J'avais demandé un silencieux de flingue. Là, c'est un tire-bouchon, non? Donc, excusez-moi, chérie, as-tu vu ma paire de chaussettes bleu marine? Là, tu me remets le silencieux. Le flingue, bon. Traduisez, merci. Traduisez, peux-tu m'apporter dans ma main où pousse un baobab la paire de chaussettes que j'ai juste la flemme d'aller chercher dans le sèche-linge? Bref, toujours se méfier des Pinocchio qui jouent à Pierrot la Lune. D'ailleurs, que la voix soit masculine ou féminine, toujours se méfier également de ce ton que l'on entend monter comme un grondement au fond du couloir. Vous savez, cette voix de plus en plus rauque qui commence par chuchoter des ou des zut pour terminer dans un hurlement culpabilisant, puisque, on le sait tous, quoi qu'il arrive, ceux qui perdent quelque chose finiront toujours par penser que c'est l'autre qui l'a volontairement planqué, rien que pour le faire chier. Bref, que tous ceux qui se reconnaissent dans cette description nous appellent et que tous ceux qui perdent vraiment tout en permanence viennent dès maintenant prendre leur défense. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui fait du bien. Europe 1. Et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard. Et à toutes, bonjour Julia. Bonjour Faustine. Alors vous avez reconnu le silencieux à la Audiard. Ah ben oui, des tontons flingueurs. Alors que moi j'ai vu un espèce de pistolet en plastique avec un bouchon ridicule qui tombait accroché à un fil. Donc voilà, ça m'a fait penser. Oui, alors que je pensais quelque chose de plus violent. Excusez-moi en tout cas. Ne vous inquiétez pas, vous ne m'avez pas perdu. Non, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Alors si vous perdez en permanence votre carte de crédit par exemple, votre gloss ou vos dossiers les plus importants et que vous voulez témoigner de votre bonne foi dans ce trait de caractère, vous nous appelez. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé comme Jacques dans une situation délicate à cause de cela? Si vous vivez avec quelqu'un qui égare en permanence toutes ses affaires et que c'est devenu insupportable pour vous, ou si vous avez trouvé la solution pour aider votre épouse, votre conjoint ou votre enfant à guérir de ce défaut assez handicapant, eh bien vous nous appelez au 39 21. Il y a également les SMS, Julia? Bien sûr, 7 21 21, le mot-clé c'est bonheur, message court suivi de l'espace signature, tout ça pour vous envoyer tout ça à vous, Faustine. Voilà, au 7 21 21, vous pouvez également. C'est français ce que j'ai dit. Entre Céline, toi et moi, je pense que c'est. On est au top. Les femmes sur Europe 1 sont au top. Vous entendrez également le répondeur, évidemment, dès si c'était ça le bonheur dans un instant, le livre du jour et la recette du bonheur de. Il était où, hein, le Yuki? Il était où le gentil petit toutou? Il était où, hein, le Yuki? Le gentil petit toutou? Il était où? Richard Gottenet, forcément, ça sera juste avant 16h. Pas sûr à y arriver, hein. C'est parti, bienvenue chez vous. Pardon Béatrice Millettre de vous accueillir de cette manière, on est très dissipés aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet de ces têtes en l'air, de ces lunaires. Béatrice, vous êtes psychothérapeute et créatrice du site internet www.aller-bien.fr. Oui. C'est un titre qui nous correspond parfaitement bien. Quand on est lunaire ou tête en l'air, Béatrice, est-ce qu'on est condamné à l'être toute sa vie?
Ou est-ce que ça se corrige? Non, on ne l'est pas, ça se corrige, heureusement quand même. Sinon, mes collègues et moi, on ne servirait à rien. Voilà, Donc, c'est ça. Non, ça se corrige, bien sûr. Faut déjà un petit peu le vouloir. Et puis, comme vous disiez, je sais pas si votre conjoint, il savait déjà où était la machine à laver pour aller chercher les chaussettes dedans. Donc, Voilà, faut peut-être juste faut y mettre un expliquer peu les du choses. sien aussi. Donc, après, on peut y arriver. C'est un vrai trait de caractère, c'est un défaut, c'est un toc, c'est quoi? En fait, le fait de perdre tout en permanence. Je crois que c'est un trait de caractère qui peut se corriger, qui vient peut-être aussi de l'éducation qu'on a eue, qui vient d'un moment où on n'a pas envie de ranger ses affaires parce que c'est casse-pied pour tout le monde, et puis ça s'accumule, et puis voilà. Et puis après, ça fait boule de neige. Est-ce que ça révèle quelque chose de nous? Pas plus que ça, je crois pas. Me dites pas ça, on est au début de l'émission, on a une heure à Oui, faire. non, mais je veux dire que ça révèle pas plus que un mauvais trait de caractère, que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut dresser un profil particulier des personnes lunaires? Ce sont des personnes tout simplement mal organisées? C'est quoi en fait? C'est quoi le petit travers de ces gens-là? Il peut y avoir effectivement, de toute façon, ce sont des personnes mal organisées, de fait. Parce que les clés, mal organisées, oui, c'est une chose. Les clés, si vous les rangez tous les jours au même endroit, vous allez les retrouver quand même. Déjà, donc une organisation qui est pas, où les chaussettes, si vous les sortez de la machine et que vous les remettez, il les retrouvera, votre conjoint. Donc quand même. Et il ne veut pas, c'est ça le principe. Non, mais vous les mettez. Je sais pas. Oui. On se débrouille pour savoir où sont les affaires. Et puis sinon, ça peut aussi être des personnes très anxieuses, très stressées, parce qu'on sait que quand on est stressé, en somme, on partage son attention, on n'est plus concentré à ce qu'on fait, on est concentré sur la peur de ce qui va se passer après, les conséquences, les machins, les trucs, et donc on n'est plus du tout à ce qu'on fait. Et donc là, on n'y arrive plus. Ce sont des jeux foutistes un petit peu aussi. Un peu aussi dans la mesure où finalement, quand même, à la fin, on retombe sur nos pattes. Les clés, il n'y a pas mort d'homme. Vous allez chercher le serrurier, c'est contrariant. Ça coûte cher. Un Oui. serrurier, croyez-moi. Oui, Mon surtout la expérience, ça nuit, coûte surtout la super nuit. cher. On est d'accord, le dimanche soir à 2h du matin. Voilà. Ça coûte très cher. Et après, c'est casse-pied, ça coûte cher. Mais est-ce que vous restez quand même dehors? Non, vous rentrez. Ça peut devenir une pathologie quand même ou pas? Non. 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 Puis il faut bien dire qu'il y a des gens qui s'en accommodent très bien. Il y a des gens, oui, mais alors peut-être que ça agace l'entourage, on va dire. C'est peut-être à eux, d'ailleurs, à qui on va donner la parole. Pas forcément. Moi, je me souviens de quelqu'un que je connaissais, des amis de la famille. C'était un fouillis innommable. Chez eux, vous rentriez, vous traversiez le couloir, comme si on traversait un torrent, vous savez, une pierre sur une pierre, parce que tout le reste, il y avait 1 mètre de fourbis. Oui. La salle à manger, la table, c'est pareil, il y avait juste le trou au milieu de tas de papiers, de livres, de machins, de trucs. Le téléphone, il l'avait perdu, il pouvait plus répondre, mais il vivait comme ça. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants qui avaient jamais la même couleur de chaussettes d'ailleurs, de pieds différents, mais ça les dérangeait pas. Ils n'y ont jamais rien fait, c'était comme ça. Il y a Stéphane qui nous écrit: alors moi je perds mon alliance de manière récurrente, non pas par étourderie, mais parce qu'elle est trop grande. Le truc c'est que je la perds dans des endroits improbables et qu'à chaque fois je la retrouve. Le plus fou, voyage aux Maldives, je la perds le dernier jour en nageant, autant dire c'est mort. Je vous la fais courte, mais on l'a retrouvée 1 heure avant le départ du bateau, juste parce que ce jour-là, quelqu'un était au bon endroit au bon moment, a agité le sable et cette bague est remontée devant son nez. C'est complètement dingue, nous dit Stéphane. Est-ce que les objets qu'on perd parlent de nous? Parce que là, on a beaucoup de gens, j'imagine, qui vont nous dire on perd son alliance. Est-ce que quelque part, il y a un signe? Il faut qu'on voit des signes derrière ça. Je crois pas, mais derrière son alliance, je veux dire, c'est facile de la faire raccourcir quand même. Sauf qu'il a pas pris le temps d'y aller, qui se dit, voilà. On va prendre Marina, si vous voulez bien. Bonjour Marina. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous, mademoiselle madame d'ailleurs, ou mademoiselle, je sais pas. Mademoiselle, vous avez 27 ans. Madame? Mademoiselle, ouais. Mademoiselle. Oui, en fait, figurez-vous, j'étais en voiture avec un couple d'amis et mon copain qui conduisait a augmenté le son, bizarrement, suite à votre annonce. Oui. Parce qu'on s'est bien reconnu, en fait, lui comme moi, quoi. Il y a sa compagne qui est avec nous. Et par exemple, moi, ça doit faire 3 fois depuis... en 6 mois que je change de carte bleue. Mais comment vous l'expliquez alors, vous? C'est-à-dire que c'est le fait que vous perdiez vos cartes bleues, est-ce que vous les perdez à des moments précis que vous avez analysés? C'est quoi? Comment vous l'expliquez ce côté lunaire? En fait, ça a été dit tout à l'heure, il y a du stress.
C'est-à-dire qu'on pense à autre chose et c'est des choses qui sont tellement machinales, les clés, les cartes bancaires, les cartes vitales, etc. C'est des choses auxquelles on pense même plus à la fin. En fait, tellement on a l'habitude de les utiliser. Je pense qu'il y a aussi du je m'en foutisme, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas de sac à main vraiment précis et ma carte, si je vais l'utiliser, au lieu de la ranger dans mon sac, je vais la laisser dans ma poche, par exemple. Oui. Même ça m'est arrivé presque de l'oublier au magasin, d'ailleurs. Ah, carrément. Donc ça vous contrarie vraiment au quotidien ou c'est juste un petit... Non. Oui, vraiment. C'est très dur, c'est ce que je disais aux standardistes, en fait, c'est que c'est vraiment c'est stressant parce qu'on est du coup toujours... En fait, on anticipe notre tête en l'air rise, je sais pas comment dire. On l'a compris. Mais on anticipe ce truc-là et du coup, on est toujours en train de vérifier si on a bien tout. C'est-à-dire que moi, dès que je pars de chez moi ou que je pars d'un endroit, je suis obligée de vérifier 4 fois, c'est devenu presque un toc, si j'ai bien ma clé, mon téléphone, ma carte bleue, etc. quoi. Et j'arrive quand même malgré ça à semer un peu partout. C'est intéressant ce que dit Marina, c'est-à-dire que ça peut éventuellement aboutir à un toc. Maintenant, elle vérifie 4 fois, 5 fois. Ça peut avoir ce type de conséquences, le fait d'être tête en l'air? Je ne sais pas si des liens ont été étudiés, mais effectivement, quand on vérifie 15 fois, au bout du compte, oui, ça s'appelle un toc. Faut à un moment donné aussi arriver à se faire confiance en se disant, bon, j'ai mis ma clé, et puis ça y est. Mais c'est vrai ce que dit Marina, c'est que quand on n'a pas de sac attitré, on ne sait pas où on range les affaires. Un coup dans la poche, un coup dans le sac, un coup dans l'autre sac, un coup dans la mallette, je sais pas quoi, le cartable pour aller à l'université. Et alors après, on ne sait plus où c'est. Donc ce qu'il faut, c'est aussi prendre des automatismes finalement. Si vous avez des trucs et des astuces justement pour éviter de perdre toutes ces affaires, vous nous appelez. Marina, juste vous nous avez dit que c'était culpabilisant par rapport à votre entourage. Pourquoi ? J'allais revenir là-dessus, parce qu'en fait on est aux moindres choses qu'on ne trouve pas. Par exemple, le téléphone portable, on va se mettre à stresser en disant j'ai perdu mon téléphone, ça va. Alors, moi maintenant mes potes ont plus ou moins l'habitude, donc ils attendent en fait en me regardant avec un petit sourire en coin, l'air de dire je sais très bien que dans 30 secondes tu vas le retrouver et tu vas remettre. Mais pourquoi vous stressez justement ? Parce que c'est à force d'être contrarié par la perte ou l'oubli de matériel, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que une carte bleue, on est 4 jours sans carte bleue. Un téléphone portable, on est injoignable. Et vos amis vous font toujours confiance ? En fait, je pense que ceux qui me connaissent bien, quoi, ils savent comment je suis, quoi. Ils me font confiance. Enfin, je comprends comment ça, confiance, en fait. J'ai pas entendu Marina. Ils vous font confiance ou pas ? À confiance à quel niveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous confient encore des objets à eux, par exemple ? Est-ce qu'ils vous prêtent des affaires, ne serait-ce que ça ? Oui, parce que quand c'est pas mes affaires, je fais d'autant plus attention, quoi. Ça, c'est amusant, ça. On fait attention quand on sait pas ses affaires, mais quand c'est les siennes, oui, il y a toujours une idée quand même de vouloir faire quelque chose et que un peu de je m'en foutisme, même si c'est pas très très gentil, mais c'est pas péjoratif, c'est un petit peu ça. On se dit finalement. Alors Marina nous dit, oui, le téléphone, on n'est pas joignable. Oui, et après. Après, on n'est pas joignable une journée. Puis qu'est-ce que ça fait ? Enfin, il y a pas mort d'homme. La carte bleue. C'est ce que. Non. Alors moi, je perdrais mon téléphone portable. Je veux dire que j'aurais du mal à m'en mettre. Mais non, la planète. Excusez-moi, mais la planète continuera de tourner. Voilà. C'est oui, pas mais la mienne, non. Mais si, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. D'une autre manière, vous retomberez sur vos pattes. C'est toujours l'histoire quand on perd ses affaires qu'au final, on retombe sur ses pattes et on anticipe de manière beaucoup plus négative que la réalité et finalement. On a demandé aux auditeurs. Merci Marina pour votre témoignage. On vous embrasse et on embrasse également le couple dans la voiture. Quel est l'objet que vous perdez en permanence ? C'est la question qu'on vous a posée pour le répondeur des Si c'était ça le bonheur. Et voilà ce que vous nous avez répondu au 39 21. Bonjour Faustine. Alors moi, mon objet que je perds presque pas tous les jours, mais assez souvent, c'est mon téléphone portable. Donc ça m'arrive, je l'oublie dans un coin ou dans ma voiture, ou sinon je l'oublie dans un de mes jeans et il passe à la machine à laver avec. Donc c'est toujours très embêtant, quoi. Voilà, merci et bonne émission. Bonjour Faustine, alors j'appelle du Finistère. Alors j'appelle pour ma sœur Germaine, là, qui va avoir 60 ans très bientôt, qui est d'éducation nationale, en retraite récemment, et qui perd ses clés de voiture tous les jours, là. Et ça lui arrive même d'aller faire le JR34, de perdre sa voiture, et ensuite, après l'avoir retrouvée, de ne plus retrouver ses clés. Voilà, bonne journée. Bonjour Faustine, l'objet que je perds régulièrement, je suis toujours à la recherche de ma carte bleue.
je sais jamais où je l'ai mise, ou alors je l'ai dans mon sac, mais comme tous les sacs de femmes, au fin fond de mon sac, hors de sa pochette. Donc c'est un peu toujours la course pour savoir. Des fois on me regarde d'une drôle d'air à la caisse, alors je m'excuse et je vide mon sac sur le tapis. Bonne émission, merci. Merci pour vos témoignages. Alors un sac de femme vidé à côté de la caisse, ça peut prendre du temps. Voilà, ça peut prendre du temps et moi j'aimerais pas qu'on voit toute la vie que je peux avec laquelle je peux me promener dans mon sac à main. On va se retrouver dans un instant, Béatrice, si vous voulez bien. Et puis on va vous demander à vous êtes nombreux à vouloir témoigner. En tout cas, c'est un sujet dans lequel vous vous reconnaissez. Dans quelle situation vous êtes-vous retrouvés suite à la perte d'un de vos objets? Quelle est la pire chose que vous ayez déjà perdue? Certains m'ont répondu ma femme sur Facebook. Très drôle. Très drôle. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont en train de m'écrire ça également par SMS, donc je le dis quand même. Et puis, est-ce que vous avez perdu votre alliance également? Est-ce que ça aurait pu vous coûter très cher? Vous nous appelez au 39 21. On vous attend avec Julia et Béatrice. À tout de suite sur Europe 1. Je perds toujours tout, c'est le thème de notre émission du jour que l'on vous propose avec Béatrice Millettre qui est à mes côtés. Béatrice qui est psychothérapeute, je vous le rappelle, et créatrice du site internet www.aller-bien.fr. C'est votre site, Béatrice. Alors Isabelle nous écrit juste un petit mot pour réagir à ce que vient de dire votre dernière auditrice, Marina. Je suis extrêmement tête en l'air et pour remédier à ça, je suis devenue hypermaniaque. Je vérifie toujours 2 fois que j'ai tout ce qu'il me faut et je suis devenue la meilleure cliente de la société Post-it parce que du coup je couche une liste sur le papier et je suis sûre de ne rien oublier, sauf quand la liste reste à la maison ou dans le sac à main, mais on se refait pas. La seule chose que je me dis, c'est que plus je note pour remédier à mon étourderie et moins je retiens les choses. Je me demande bien comment ça sera quand j'aurai 80 ans. Et puis Florence nous écrit: j'ai cru reconnaître mon amoureux dans votre billet d'humeur. Je ne compte plus les tu sais où sont les, tu as vu mais, tu sais où sont rangées les différentes expressions pour finalement dire une seule chose: j'ai juste pas envie de chercher. Et j'ai pris l'habitude de lui demander si on habite la même maison. Voilà ce que dit Florence. En effet, il y a aussi un petit peu, on va donner la parole à Joseph à ce sujet, mais un peu d'assistanat, un peu de paresse. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que t'as pas vu les clés et elles sont juste sous son nez. C'est un peu agaçant finalement. C'est pas voilà, mais on sait en décodant que c'est pas la question. La question c'est peux-tu me les donner? Donc déjà, je crois qu'il faut accepter dans un premier temps pour pouvoir remédier aux choses. Faut accepter que ce soit comme ça. Puisque disait votre autre auditrice. C'est vrai que plus on fait des listes, finalement, moins ça marche. Ça marche au début, puis après, à force de tout noter, on réfléchit même plus et plouf, on en oublie encore plus. Et puis c'est oppressant de voir tout ce qu'on doit faire sur un papier. Oui. Il y a Thierry qui nous écrit: bonjour, j'ai également toujours été rêveur. Par contre, mon souci est plutôt d'oublier les gens et les rendez-vous. Par exemple, lors d'un de mes anniversaires, j'ai oublié ma copine qui m'avait préparé un dîner aux chandelles. Autre exemple, j'ai oublié mes grands-parents qui avaient fait 1000 km pour venir me voir. Là, ça ne peut être qu'un acte manqué quand on est à ce niveau-là. Non? Je sais pas très bien les actes manqués. Je sais pas très bien ce qu'on met dessous, mais ce qui est vrai, c'est que vous avez des personnes qui ont 50 idées à la seconde. Ils ont 50 pensées en même temps et donc de fait ils pensent à leur dossier important, à leur je sais pas quoi, leur émission de radio, aux livres qu'ils sont en train d'écrire, à ce que vous voulez. Non, personnellement, qu'est-ce qu'on vous a fait? Non, je dis aussi les gens qui écrivent des livres, j'en écris donc voilà. Donc non, juste parce qu'il y a des idées qui se trouvent dans la tête, 1, 2, 3, 5, 10 et que à ce moment-là l'autre idée passe à la trappe. On va parler des solutions qui s'offrent justement, mais pas tout de suite. D'abord, on va prendre Joseph qui est en ligne avec nous et qui a un début d'explication. Lui, Joseph, représentant mâle dans cette émission. Bonjour Joseph. Oui, bonjour Faustine. Merci d'être avec nous Joseph. Vous avez 23 ans, vous habitez à Sarreguemines. Oui, tout à fait. En Moselle, c'est bien ça. Et alors vous perdez quoi en particulier avant de nous expliquer votre réflexion? Les clés. Oui, les clés de chez vous. Que je perds, on va dire, que j'ai perdu pendant des années, pratiquement toutes les semaines. Et là, maintenant, dû à justement mon travail, je peux me permettre de m'en occuper moi-même. Oui. Et du coup, je les perds plus. Mais justement, je pense que c'est dû justement au fait qu'on m'ait materné tellement justement que je n'avais pas pensé à ce genre de choses. Oui. Et ce qui fait que de ce côté-là, maintenant, j'ai eu quelques problèmes. J'ai souvent justement perdu mes clés, mon portefeuille, etc. Et on me le reproche. Dans ma famille, dans ma bande d'amis, je suis connu pour ça, quoi. Alors, vous dites, vous pensez que c'est-à-dire que votre maman avait tendance à devancer vos besoins, qui fait que vous n'aviez pas à vous débrouiller tout seul pour trouver vos affaires. Du coup, vous pensez que c'est une conséquence directe de cette éducation-là, Joseph?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est une conséquence directe. Simplement, justement, en fait, je suis peut-être un faux tête en l'air dans le sens où parce que justement, en materné, je n'ai pas eu à faire cet effort. Donc du coup, maintenant, je me révèle être presque plus tête en l'air du tout. Donc ça fait plaisir parce que c'est un petit peu lourd au moment. Surtout quand on commence à un petit peu avancer dans les études et dans le cadre professionnel. Parfois, on était un peu pas pris au sérieux et ça commençait vraiment à me fatiguer, quoi. Donc du coup, maintenant, je me suis pris en main, quoi. Alors, je me suis pris en main. Vous êtes pris en main parce que vous avez, entre guillemets, lâché, vous avez dû couper le cordon, on va dire ça comme ça. Est-ce que, en effet, ce travers, c'est très sexy ce que j'ai dit dans mon billet d'humeur, ce travers masculin, d'avoir envie, en effet, d'être un peu assisté et de dire où est-ce que c'est ça, juste parce qu'on a envie que l'autre lui apporte. J'ai le sentiment, mais je peux très bien me tromper que c'est plus masculin. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être réagir, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort, au 39 21. Est-ce que c'est le côté ma maman m'a trop materné? Je connais pas les chiffres, mais j'ai l'impression aussi dans les gens que je peux recevoir que ça concerne plus les messieurs que les dames. Alors sans sexisme aucun bien sûr, c'est pas le propos, mais effectivement on a le sentiment que ça touche plus ces messieurs. Est-ce que ça vient du fait de la maman? Vous avez des messieurs qui sont très organisés, d'autres pas, donc à un moment je crois que c'était un petit peu comme ça aussi. Mais ce qui est important dans ce que disait Joseph, c'est que on peut apprendre à s'en sortir, c'est vraiment un apprentissage d'une autre manière de faire. Donc est-ce que effectivement il y a bien évidemment l'influence de l'éducation, mais ça pour n'importe quoi, y compris l'anxiété. On est d'une famille anxieuse, on est plus anxieux que d'une famille de gens zen. Ça c'est l'influence, le terreau dans lequel on pousse. Donc ça a une influence, c'est évident. Après il y a probablement pas que ça. Merci Joseph en tout cas pour votre témoignage. Je vais vous lire différents courriels. Laurent qui nous dit: tout petit, je revenais avec du jambon au lieu du steak demandé par mes parents. Ensuite, les clés de la moto neuve laissées sur le contact et retrouvées au café grâce à un mot laissé sur le réservoir. Oubli d'un rendez-vous avec ma petite amie. 20 ans plus tard, elle me le rappelle toujours. Oubli de mettre un pantalon pour sortir. Non mais là, faut arrêter. J'ai eu froid aux jambes en sortant heureusement. Oubli des clés dans voiture avec avec casse devant préfecture pour les récupérer, exactement, etc. Pardon. La liste est très longue. Par contre, en aucun cas, c'est le bazar chez moi. Ne pas confondre étourdi et désordonné. Ça, vous voulez le souligner également? Oui, moi, Laurent. je veux bien rebondir là-dessus parce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous avez des personnes, je vais pas les opposer parce qu'il n'y a pas que deux catégories de gens, mais en gros, vous avez des gens, même si c'est réducteur, qui ont une idée à la fois dans la tête. Ceux-là, en général, ils vont soit vraiment ils sont pas organisés, ils vont perdre leurs affaires. Et puis vous avez les autres qui ont 50 idées en même temps. Et là, forcément, c'est pas forcément le bazar chez eux, effectivement, mais ils sont plus enclins à perdre même leurs idées, d'ailleurs, à sauter du coq à l'âne dans une discussion. Il y a trop de choses en même temps dans la tête. Ils ont 50 trucs. Et c'est vrai, l'histoire du pantalon. Moi, je me souviens une maman qui est venue me voir pour son petit garçon, qui me dit: c'est pas possible, on est en retard tout le temps à l'école parce qu'il met une jambe de pantalon, puis il reste un quart d'heure sans avoir mis la deuxième. Parce que pendant ce temps-là, il réfléchit, il est dans ses pensées, il est dans son histoire, il est ailleurs. On va parler des solutions, juste après cette page de pub. D'abord, il y a Morgane qui nous écrit: votre émission m'a porté la poisse car j'ai perdu aujourd'hui un chèque en blanc d'une cliente. Déjà, on s'excuse. Et Charlotte qui nous dit: est-ce qu'on peut parler de dyspraxie? Ça tombe dans les pathologies, mais encore une fois... C'est quoi la dyspraxie? C'est je sais pas comment je définirais ça exactement, c'est quand... vous n'êtes pas bien coordonné et que ça se conclut en perdant les affaires. D'accord, mais on est vraiment tombé dans la pathologie. Oui, on est dans les pathologies, oui. On s'arrête juste un instant et on va revenir avec les solutions parce que vous êtes beaucoup à nous dire j'aimerais bien venir en aide à mon conjoint. On va vous donner peut-être des astuces pour y arriver et puis pour aussi développer votre mémoire. Vous allez savoir ça, vous allez découvrir ça. Ça sera à l'occasion du livre du jour. Surtout, restez avec nous sur Europe 1. À tout de suite. Et on essaiera de ne pas perdre nos billets d'avion pour aller à Nice. On y va en avion? Oui, on y va en avion. Oui, c'est ça. Pour ça serait quand même une bêtise. Merci beaucoup d'être avec nous puisqu'on parle de ceux d'entre vous qui perdent en permanence leurs clés, leur portefeuille, leur carte bancaire, leur conjoint et toutes ces petits travers qui peuvent nous agacer au quotidien, notamment chez l'autre. Béatrice Millettre est avec nous. Béatrice qui est psychothérapeute, créatrice du site internet www.allerbien.fr et c'est ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui, nous faire aller mieux. Voilà. On essaye. On va revenir sur les solutions donc qui peuvent se présenter à ces gens qui souffrent, pour ces gens qui souffrent parce que ça peut être une vraie souffrance. D'abord, Alice voudrait témoigner. Bonjour Alice. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Alice, vous avez 60 ans, vous êtes mère au foyer à Versailles. Oui, c'est ça. Et alors vous confirmez un peu ce que disait Béatrice tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes tête en l'air, mais vous retombez toujours sur vos pieds. Ah oui, absolument. 9 fois sur 10, je retombe sur mes pieds. Et suite à ce que vous venez de dire, je peux vous dire que j'oubliais même mes enfants.
Non, mais vous les oubliez où ? À l'école. Bon, c'est-à-dire que mes enfants, quand ils étaient en maternelle, c'est-à-dire que j'avais même, j'ai un problème dans les horaires et dans les rendez-vous, vous voyez, et j'oublie mes rendez-vous. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je suis tellement dedans que j'oublie à la limite ce qu'il y avait avant ou ce qu'il y avait après. Et mais bon, mes enfants, je savais qu'ils étaient en sécurité, je savais qu'il y aurait toujours quelqu'un pour les ramener, mais c'est très culpabilisant quand même, d'oublier ses enfants. Ça doit être très dur pour une maman d'assumer ça après. Bah écoutez, il se trouve que j'ai des enfants qui sont absolument pas stressés et c'est comme disait la maîtresse. Par contre, bon, comme j'expliquais, c'est que bon, pour moi, c'est une pathologie qui est liée à des choses qui remontent à l'enfance. Que dans un premier temps, du fait que je retombais toujours sur mes pieds, d'ailleurs, j'ai des enfants qui se débrouillent très très bien dans la vie, qui sont perdus nulle part. Enfin bon, j'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. Et en fait, bon, mon mari en riait beaucoup, moi je riais avec les autres, sauf que j'ai fini par moins rire parce que mon mari avait des idées de divorce dans la tête. À cause de ça a été une des raisons de cette séparation ? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il a joué là-dessus. Et moi, je culpabilisais parce que bon, je savais bien que j'étais comme ça. Donc, c'est devenu quelque chose sur lequel j'ai voulu travailler, que je n'ai jamais pu changer. Et suite à la demande de divorce qui est arrivée par surprise, évidemment, bon, je veux dire, ma vie s'est écroulée. Et là, depuis, je fais un énorme travail sur moi-même, thérapeutique, des stages. J'en ai un formidable d'affirmation de soi que j'ai trouvé très très intéressant. Je continue à travailler énormément sur moi et de ce fait je découvre que tout ça c'est lié à des grosses souffrances, liées à des choses que j'ai vécues et que je ne pouvais pas gérer parce que j'étais enfant et que c'est tout simplement je sais pas une façon de survivre ou de s'adapter, enfin qui m'avait construite comme ça. Et actuellement, je change énormément, mais je peux vous dire que c'est un énorme travail sur moi-même. C'est un vrai travail sur vous-même. En quoi consistent ces stages d'affirmation de vous-même, Alice ? Comment ? En quoi consistent les stages dont vous nous parlez, Alice ? C'est le hasard. J'ai été tellement, je me suis tellement mis à mal avec les gens parce qu'après j'ai culpabilisé à mort sur cette façon d'être que je m'y retrouvais plus. Je savais plus qui j'étais, ce que j'étais, ni rien du tout. Et en fait, le hasard a fait que j'ai rencontré une psychothérapeute qui faisait des stages et ils étaient à 2. Et en fait, c'était un stage dans lequel, de très pratique, dans lequel à chaque séance il y avait quelque chose à travailler. Donc avec une mise en scène, des points très précis à développer et je sais pas, moi je sais que ça m'a changé. Non, là, on avait 1 mois entre chaque stage. Non, c'était toutes les semaines et ça durait 4 mois. Béatrice, j'aimerais avoir votre regard sur ce type de Oui, de bien stage. sûr. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, madame. Il faut pas tout non plus mettre dans le même sac. Effectivement, l'enfance, comme on l'a dit, ça influe sur comment on se construit, c'est une évidence. Est-ce que c'est la seule chose qui, ensuite, vous a conduite à vouloir travailler sur vous-même ? Visiblement pas. La confiance en soi n'est pas forcément liée au fait de perdre ses affaires. Alors, les stages d'affirmation de soi sont des stages effectivement très pratiques. En général, il y a 12 séances espacées d'1 mois ou 15, ça dépend des thérapeutes qui les organisent. Et on vous apprend finalement à être plus affirmé avec les autres. C'est un peu les tartes à la crème aujourd'hui de la psychothérapie, on vous apprend ça. Donc on vous apprend à faire des refus, faire des demandes, faire des compliments, accepter une critique, faire une critique, dire bonjour dans la rue, engager une conversation, développer une conversation, des choses comme ça. Donc effectivement, ce sont des choses très très pratiques. On vous dit comment faire et ensuite vous avez 1 mois pour pratiquer avec des gens. Ça marche très très bien pour des gens qui manquent d'affirmation, effectivement. Mais ça n'aura aucune influence, excusez-moi, sur, pas directement en tout cas, sur le fait de perdre ou pas vos objets. Après, c'est peut-être un ensemble, en effet, oui, qu'Alice essayait de voilà, tout à essayer fait, de c'est un ensemble, mais on a des équilibre. tas de gens qui manquent d'affirmation, qui font ces stages-là. Merci Alice. Alors, pour votre témoignage, juste Béatrice, on va parler maintenant des solutions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent, notamment, j'ai vu une jeune maman, Virginie, qui nous dit « Je tenais à témoigner pour mon fils qui est très tête en l'air, il a 12 ans aujourd'hui, il a toujours été ainsi, il part en chaussons à l'école, il oublie son cartable, il ne note aucun devoir, quitte à se faire coller, il oublie des commissions à la caisse, j'en passe, c'est des meilleurs. » Alors ma question est de savoir, y a-t-il un remède miracle ? Comment on peut aider ? Il y a des remèdes, pas miracle, mais il y a des remèdes. Et c'est vrai que ce que disait Joseph et ce que vient de dire l'auditrice, c'est que finalement c'est un travail. L'idée c'est de désapprendre
un comportement, des attitudes qui ne nous conviennent plus en les remplaçant par d'autres. Donc en ce sens, un apprentissage comme n'importe lequel, c'est un travail un peu quotidien, hein. Quand on conduit sa voiture la première fois après le permis, on n'est pas à l'aise, mais à force de pratiquer, on devient des professionnels de la voiture. Mais simplement parce qu'on a pratiqué. Si on passe le permis qu'on conduit jamais, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est un peu la même chose, de désapprendre en remplaçant, en réapprenant autre chose à la place. De quelle manière ? Voilà. Donc de quelle manière ? Ça veut dire déjà, il faut, quand on dit que les enfants sont tête en l'air, il faut un peu les aider. Il oublie de partir, il oublie ses chaussures, il part en chaussons. Faut être un petit peu derrière lui. Quelques semaines, je dirais, pour lui rappeler qu'il faut mettre ses chaussures. Alors les parents, en général, ils en ont un petit peu assez, dire mais c'est pas que ça à faire, machin. Mais c'est leur rôle aussi de les encadrer. Il se trouve qu'il y a des enfants qui ne vont pas oublier, puis d'autres qui oublient. C'est comme ça. Et au lieu de leur crier dessus en disant t'as encore oublié tes chaussures, ce qui n'est dans rien du tout, faut être un petit peu derrière lui, à lui dire va mettre tes chaussures, éventuellement on y va ensemble. J'ai bien conscience que là on est assis dans un fauteuil et que c'est facile à dire et qu'il faut prendre sur soi pour les parents pour le faire. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il y pensera tout seul. Et ça deviendra un automatisme. Exactement. Pour les adultes, en revanche, tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui parlait de mettre des post-it partout pour se rappeler les choses. Vous en pensez quoi de cette technique ? Que ponctuellement, c'est pas mal, mais il faut pas que ça dérive comme ça avait dérivé chez cette jeune femme, et qu'à un moment donné, une fois qu'on a le post-it, l'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude de penser à mettre les affaires, je crois, toujours au même endroit, par exemple. Parce que là, on parle des objets. Donc, effectivement, si on a un sac, les sacs de femmes, on a bien dit, d'accord, c'est plein de fouillis et machin, on retrouve rien dedans. Mais vous pouvez quand même, dans votre sac à main, avoir un portefeuille dans lequel vous mettez vos billets, votre permis de conduire, un portefeuille, pas juste un étui de carte bleue qui effectivement va tomber au fond. C'est un petit peu d'organisation. Donc à un moment, il faut se dire j'en ai assez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ? Et on réorganise un petit peu les choses, mais de la même façon qu'on organise ses dossiers de travail ou ce que vous voulez. Vous mettez. Est-ce qu'il faudrait faire une liste d'objets à ne surtout pas perdre, ou mettre des pochettes ? Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui nous proposent ce genre d'astuces depuis tout à l'heure. Je sais pas si des pochettes c'est utile, c'est un peu en fonction aussi de chacun, mais je crois que la clé c'est un peu d'organiser les choses pour savoir que vos clés tous les jours vous les mettez dans le vide-poche sur la desserte en rentrant chez vous, et que ça va pas se promener n'importe où. C'est sûr que si chez vous les objets n'ont pas une place attitrée, entre guillemets, avec quand même un peu de liberté dans tout ça, mais vous serez plus enclin à les perdre. Parce que vous les mettez un coup sur la table de nuit, un coup ça reste dans votre poche de pantalon, le lendemain vous changez de pantalon. L'idée c'est de déclencher les automatismes. Oui, c'est tout bête. Donc c'est une rééducation qui est peut-être plus facile auprès des enfants qu'auprès des adultes. Non, c'est pareil parce qu'on sait aujourd'hui que n'importe quel adulte à n'importe quel âge est capable d'apprendre quelque chose de nouveau, et ça se traduit au niveau du cerveau par des nouvelles connexions nerveuses et des nouvelles autoroutes neuronales, si on veut. Soyons très pratiques, Martine nous dit il existe un petit sac qui contient plusieurs pochettes pour mettre tout ce qui est indispensable et qu'on glisse dans son nouveau sac à chaque fois qu'on en change. C'est un petit truc de fille, mais comme il y avait quelqu'un qui nous parlait de ces petites astuces-là qui peuvent faciliter la vie. Puis on va se demander tout de suite si c'est pas un problème de mémoire également. Mais c'est juste après ça. D'abord, on écoute un petit peu de musique et on se retrouve sur Europe 1 parce qu'on est très bien tous ensemble. À tout de suite. Cette voix très sensuelle de Julia. J'ai essayé de l'interpréter. Bien entendu. Ouais. On aurait été à l'époque du Minitel, j'aurais dit 3615 Julia. 3617 même. 3617 Julia, encore un peu plus cher. Merci d'être avec nous. On parle de tous ceux aujourd'hui qui perdent en permanence de leurs affaires. Vous êtes très nombreux à vous manifester au Standard d'Europe 1. On vous en remercie. Je vous rappelle qu'on est toujours avec Béatrice Millettre, qui est psychothérapeute. Je vous rappelle quelques mails qui nous arrivent déjà sur le faustine.europe1.fr, la page de notre émission, où vous pourrez découvrir beaucoup de photos, des photos de nous hier avec Julia, avec Miss France. On a mis également les coulisses de l'émission avec Arthur, c'était il y a une dizaine de jours, tout filmé. Donc n'hésitez pas, c'est une page qui vous est consacrée et dans laquelle on essaie de mettre énormément d'informations. Alors justement, vos informations à vous avez mis sur cette page, ce sont vos témoignages. Gwen qui nous dit moi c'est ma carte de crédit que j'égare souvent, je la mets dans une poche et après je me change. Il est lui-même il m'est même arrivé de la passer à la machine à laver au sèche-linge. Maintenant, elle sent bon l'assouplissant. Pourquoi pas? Garen nous écrit: j'ai un énorme trousseau de clés qui m'est indispensable pour mon travail et pour rentrer chez moi. Mais quoi que je fasse, je le perds tout le temps. Évidemment, je me rends compte qu'une fois que je suis sur le point de partir pour l'école, pour un rendez-vous, résultat, mes enfants le matin me demandent toujours: on peut vraiment monter en voiture? Tu as vraiment tes clés avec toi? C'est vraiment la honte, nous dit Garen. Et puis Capricorne nous écrit, vraiment vos pseudos, je les adore. Effectivement, Faustine, cela me fait un peu peur. Je perds tout, comme j'égare tout, j'ai peur de ne plus retrouver mes choses. Un soir, en sortant du travail, je m'aperçois que
que j'ai plus mes clés du domicile, je vais voir mon père chez lui. Il me donne les siennes. Le lendemain, je rentre au travail. Surprise, j'ai retrouvé mes clés. Elles étaient dans le tiroir, avec d'autres clés. Il faut par contre que vous fassiez parfois attention dans les messages que vous m'envoyez parce qu'en fait, je les lis vraiment en direct. C'est-à-dire que je les reçois vraiment en direct. Ils s'affichent vraiment devant mes yeux. Alors, si parfois, il y a des choses que je comprends pas parfois, si vous sautez une ligne, alors s'il vous plaît, relisez vos messages. Merci en tout cas de votre fidélité. On passe tout de suite à la suite. Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Et si c'était ça le bonheur? Le livre du jour. Et si tout ça était une question de mémoire? C'est la question qu'on va se poser avec Joe Marzé qui est en ligne avec nous. Bonjour Joe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez un titre, j'allais dire amusant, mais pas amusant, mais très positif. Vous êtes spécialiste de l'efficacité personnelle. Ça veut dire quoi ça? C'est un peu clair, mais en même temps, c'est quoi? Vous êtes coach personnel? Voilà, donc coach individuel ou même éventuellement coaching collectif. Donc on aide les gens pour développer leur potentialité personnelle, notamment en mémoire, en lecture, en organisation, en créativité, ainsi de suite. Alors déjà, nous on a voulu vous recevoir pour parler d'un de vos livres, Tester et développer sa mémoire, un livre qui est paru aux éditions Erol. Vous pensez que le problème de la perte d'objets soit lié aussi à un problème de mémoire? Oui, à un des trois aspects, puisque dans la mémoire, il faut faire attention, il faut après essayer d'intégrer les choses et troisièmement les travailler, mais toutes les situations que j'ai entendues, pour la plupart, font l'objet de manque d'attention au départ. D'accord. Et le manque d'attention et le manque de mémoire, c'est pas la même chose? Le manque d'attention contribue à une mémoire défaillante. D'accord. Comment on peut se tester soi-même pour savoir si on a une mémoire défaillante, sans penser aux consoles de jeux en ce moment qu'on nous vend partout? Il y a une manière là comme ça de faire un petit exercice, pas forcément direct, mais pour savoir si on a de la mémoire? On peut tester, mais là, il est difficile de tester de façon valable en une minute au téléphone. Cela étant, il y a un petit exercice auquel on peut se livrer, qui travaille sur la concentration et qui consiste à essayer de se remémorer, par exemple, la journée de la veille. D'accord. Ce que l'on a fait, à quelle heure on s'est levé, quelles ont été les premières opérations au-delà des plus classiques, les actions, qui on a rencontré, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a entendu. Donc ça pendant 5 ou 10 minutes. Ce sont des automatismes qu'il faudrait qu'on ait, c'est-à-dire par exemple dans notre voiture en rentrant peut-être ou dans les transports en commun, qu'on se dise tiens je vais essayer, voilà. Et ça la travaille notre mémoire ou voilà, ça la teste? Tout à fait, ça permet de travailler notamment la concentration. Est-ce que en revanche dans la voiture je conseillerais plutôt d'autres exercices, des exercices visuels qui consistent à visualiser le détail de ce qui est en face de nous. Alors, je comprends pas. Les accidents. Ah oui, d'accord, ok, pardon, c'était une blague. Non, mais je déconseille fortement de faire l'exercice précédent en voiture. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, je connais des gens qui s'entraînent en essayant de se souvenir de ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits, par exemple les tables de multiplication ou les accords des verbes en anglais ou des trucs comme ça. Vous pensez que c'est bon aussi ça? Si ils ont appris ça quand ils étaient tout petits, très jeunes, ils n'ont pas dû l'oublier. Ouais. En revanche, effectivement, les accords en anglais, tout ce qui a été appris sur un âge moyen, aux alentours de 15-16 ans, effectivement, ils peuvent non seulement essayer de se le remémorer, mais quelquefois même le réviser, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit oublié si ça n'a pas été utilisé. Ça peut vraiment être, j'allais dire, utile au quotidien. En tout cas, ceux qui ont des pertes de mémoire régulières, ils se retrouvent confrontés à des vrais problèmes, à des vraies souffrances. Vous, des gens qui viennent vous voir parce que cette perte de mémoire, on parle pas évidemment des cas les plus extrêmes, leur pose des problèmes au quotidien? Alors, pour des gens qui ne sont pas dans des situations pathologiques. Hein. Oui, non, pas du tout. Là, on parle de plus des petits problèmes quotidiens. Voilà. Oui, bien sûr, les problèmes quotidiens de travail. Effectivement, les gens, ceux que j'ai entendus tout à l'heure dans les interventions de vos auditeurs, ce sont des choses qui sont effectivement gênantes, déstabilisantes. Et je vous dis, la plupart du temps, c'est un problème de mémorisation au départ. Parce qu'on ne fait pas attention, on fait les choses par automatisme et ça n'est pas mémorisé. Et deuxième élément, pour quelques-uns, il suffirait de compléter par un petit peu de travail d'organisation et de méthode. Et vous nous disiez, Béatrice, ça serait intéressant aussi de réussir à refaire le puzzle, en effet, de la situation, parce qu'on se dit souvent, essaie de te rappeler, c'est cette phrase complètement dingue quand on a oublié quelque chose, essaie de te rappeler où est-ce que tu l'as perdu. Si je l'ai perdu, si je le savais, je serais pas là. Oui, il y a, moi je dirais un peu le chemin inverse
l'inverse aussi. C'est vrai que travailler sa mémoire, c'est intéressant, mais je suis d'accord avec ce que monsieur vient de dire. C'est pas directement la mémoire qu'il faut travailler, c'est-à-dire pas les tables de multiplication, tout ça. C'est l'attention, et l'attention, faut que ça se travaille en situation. Parce que vous pouvez travailler votre attention devant la télé, c'est pas pour autant que vous serez attentif dans le métro pour pas perdre votre ordinateur, comme c'est arrivé à quelqu'un que je recevais. Bon, c'est pas du tout le même type d'attention, donc faut toujours le travailler en situation. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, une fois que vous avez perdu vos objets, ce qui est important, moi je crois, et ça, même si l'attention est automatique, comme vient de le dire monsieur, on peut aller la rechercher. On est quand même présent dans ce qu'on a vécu, et donc à ce moment-là, effectivement, on rejoue le scénario de notre journée en tronçonnant un peu comme en rondelle de saucisson. Comme un saucisson, on dit je me suis levé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé à tel endroit, et on essaye. Et là, ça revient tout seul. Et c'est pas toujours si facile. Non, j'ai pas dit que je sais, c'est toujours très facile quand on est assis dans un bureau, c'est toujours très très simple. Mais ça fonctionne, c'est faisable en tout cas, et ça peut marcher. Merci beaucoup Jo Marzé pour ce livre Tester et développer sa mémoire aux éditions Erol. On s'arrête, on aura Maryse qui est en ligne et qui nous fait un teasing de la mort. Elle nous dit j'ai un truc presque infaillible pour retrouver des choses que l'on pense perdues. Elle va nous dire quoi juste après ça. Et si c'était ça le bonheur de passer 1 heure tous ensemble tous les jours pour parler de nos petits tracas quotidiens, puisque c'est ça le principe de cette émission, la proximité, vous accompagner tous les jours. Nous sommes toujours avec Béatrice Millettre. Aujourd'hui, on parle de ceux d'entre vous qui perdent en permanence leurs affaires. Et justement, on a Maryse qui est en ligne et qui nous dit qu'elle a trouvé la solution qui va nous éviter enfin de perdre nos affaires, en tout cas qui va nous permettre de les retrouver beaucoup plus facilement. Bonjour Maryse. Bonjour Faustine. Maryse. Tous les jours et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir aussi de vous entendre Maryse, surtout que on m'a dit que vous aviez un petit peu un truc une super astuce à donner à tous nos auditeurs. Alors je suis tout oui. Alors je vous explique. Tout simplement, il faut prendre une paire de ciseaux. Oui. Quand on cherche quelque chose et qu'on est sûr de l'avoir placé, mal placé, mais on est sûr de ne pas l'avoir égaré. Si vous l'avez égaré dans la rue, vous le retrouverez pas chez vous. Un truc que vous avez chez vous, voilà. D'accord. Mais vous prenez une paire de ciseaux que vous ouvrez et vous pendez cette paire de ciseaux à un crochet, que ce soit une clé, que ce soit un bouton, que ce soit. Il faut que la paire de ciseaux soit pendue ouverte. Et dans les 10 minutes qui suivent, vous trouvez ce que vous cherchez. C'est pas infaillible, mais c'est pratiquement infaillible. Mais c'est de la superstition en fait. C'est pas de la superstition, non. Mais c'est quoi alors? Je comprends pas. C'est ça. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Un psychiatre et un psychologue. Les deux m'ont dit ce n'est pas de la superstition, c'est vous libérez votre esprit de la recherche. Du moment que vous avez posé les ciseaux, vous avez dit j'ai pendu mes ciseaux, donc je vais trouver. Déjà, c'est l'histoire du mot sur le bout de la langue. Voilà. C'est de l'auto-persuasion. Vous changez votre attention et c'est comme tout seul. C'est comme quand on a c'est comme d'accord. Faites l'émission. Déjà vous ne cherchez plus. Donc du moment que vous ne cherchez plus, vous avez l'esprit libre et je vous dis dans les 10 minutes maximum, des fois ça dure plus longtemps. En tout cas, on n'a pas perdu votre chien. Et c'est comme quand vous savez, quand on vous dit que vous avez le hoquet, on vous dit de boire un verre d'eau avec un couteau sur l'aile du nez, enfin pas l'aile du nez, ça, mais sur le bout du nez, ouais. Oui, non, c'est pas. L'arête, voilà. Merci Stéphanie, sur l'arête du nez, parce que vous vous concentrez tellement à l'idée de ça pour déplacer l'attention. En effet, vous déplacez l'attention. C'est de déplacer son attention, et de lâcher prise un petit peu, ce qui ne tout dirait rien dire, pour justement un peu plus se faire confiance. Et moi, j'aimais aussi le concept de faire confiance à son intuition finalement, parce qu'on oublie un peu trop souvent. Bon, bah écoutez, merci Maryse. Maintenant, on va tous avoir je vais mettre un crochet, moi. Des crochets avec des ciseaux pendus au crochet. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va prendre Philippe pour terminer cette émission. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, comment ça va? Oh bah et vous, et j'ai envie de dire et toi Philou, comment ça va? C'est pas mal. Alors Philippe, vous avez 40 ans, vous nous appelez de Plot, c'est bien ça? Oui, tout et à alors fait. vous étiez très tête en l'air, mais vous avez trouvé the solution aussi. Ah oui, là je me suis organisé pour éviter justement tous ces désagréments. C'est quoi alors? Non, le premier truc c'est le rangement, c'est-à-dire que lorsque je partais le lundi pour ma semaine de travail, je suis routier, donc c'était pas évident de pouvoir rentrer à la maison la semaine pour récupérer les affaires que j'avais oubliées. Donc je mettais au niveau du rangement, je mets tout le temps d'ailleurs ma clé de voiture qui me sert pour absolument pas sortir de chez moi, sinon je peux pas partir. Oui. Et à côté je mets donc mon porte-monnaie, je mets mon portable, je mets toutes mes affaires qui doivent partir avec. Ah donc, oui, c'est pas bête. Que je pars sans rien oublier. Et ensuite tout ça c'est posé sur un calendrier. Vous savez les grands calendriers. Un calendrier de mois nu. Enfin un calendrier où j'indique dessus
tous les rendez-vous importants que j'ai dans la quinzaine, dans la semaine. D'accord. Ce qui fait qu'en prenant mes affaires, je peux voir ce que j'ai à faire dans le futur, enfin dans le futur proche. Eh ben ça c'est une bonne astuce, celle de Philippe en effet. Il place tout l'idée sur un calendrier. c'est de s'organiser dans la vie qu'est la nôtre effectivement pour anticiper finalement et pas perdre ses affaires. Donc quel calendrier? Clara Morgan, les chatons de la Poste. Christine Bravo. On ne saura jamais. On ne saura jamais, non. Et même sans calendrier, vous pouvez vous préprogrammer en faisant le scénario à l'avance, en disant je vais rentrer chez moi, je vais pas retrouver mes affaires, et donc dans le métro, vous vous imaginez en train de monter l'escalier, d'ouvrir la porte et de mettre vos clés au bon endroit. Eh bien, merci. On arrive presque au bout de cette émission. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir accompagnés. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet www.aller-bien.fr. Et on va terminer avec quelqu'un qui nous met la pêche également. C'est Richard Gottener. J'adore Richard Gottener, il me fait rire. Alors justement, quelle est sa définition du bonheur à Richard? Europe 1, la recette du bonheur. Alors quand j'étais petit, le bonheur, je pensais que c'était une espèce de royaume un peu céleste, avec à l'entrée on rentrait dans des nuages, en du bleu, où il y avait des chants de Vestale, où il y avait des anges qui soufflaient dans des trompettes, et quand on pénétrait là-dedans, on était heureux. Et la vie m'a appris que, en fait, le bonheur n'est pas une ligne continue, mais c'est une ligne en pointillé qui est faite de joie, de plaisir, d'extase, de satisfaction, de rire, de plein de choses qui, mises bout à bout, peuvent constituer le corps d'un bonheur. Mais le bonheur à l'état continu et qui serait là tout le temps, une fois pour toutes, je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'il faut avoir dans ses bagages 2 valises, une valise avec plein d'amour pour les autres et une autre valise qui se remplit, et c'est pas vous qui faites les bagages, c'est l'amour que les autres vous donnent. Je pense que Robinson Crusoe, il était heureux le jour où il a rencontré Vendredi. Avant, ça sentait un peu le sconce quand même. Quand j'ai le blues, j'ai tendance à faire un peu comme un chat qui s'est mis une épine dans la patte. Je me mets sous le buffet et je fais le dos rond et j'attends que ça se passe. J'ai pas envie de fortifier tout ça. J'ai envie plutôt de passer à des moments drôles. Je pense que la drôlerie, le sens de l'humour, l'envie de rire m'a souvent sorti de ces moments pénibles à vivre. Mais sinon, sur tous les petits travers de la vie, il y a effectivement quelquefois plus grave. Je pense que ça tient beaucoup à la bonne humeur et à une espèce de relativiser un peu les choses et dire qu'il y a certaines choses qui sont pas si graves que ça et qu'on sait qu'après la pluie, le beau temps. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? Il était où? Mais c'était hyper joli ce qu'il dit. Il fallait plutôt mettre une musique toute douce. Mais en même temps, il était où le Yuki? Ça met la pêche. Merci Julia, merci. Tout était là. Cette émission, c'était le moment. Je suis très dissipée aujourd'hui. Oui, je vois ça. Parce que il faut savoir que Julia, elle s'est maquillée pendant l'émission. Mais non. On retrouve Richard Gottener à partir de ce soir et jusqu'à samedi au New Morning dans son spectacle intitulé Comme à la maison. Il sera sur scène à partir de 21h. Merci beaucoup Richard. Merci à toute mon équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Demain, nous parlerons un sujet passionnant, des traditions de l'accouchement à travers le monde. Quels sont les rites dans votre pays? Vous verrez qu'il y a certains rites qui vont vraiment vous étonner, vous surprendre, certains qui sont très très loin de nos superstitions à nous. Et alors pour les questions de notre répondeur, je vous pose l'interrogation suivante. Avez-vous été superstitieux quand on vous a proposé de connaître le sexe de votre enfant à l'avance? Est-ce que vous avez été superstitieux quand on vous a proposé de connaître le sexe de votre enfant à l'avance? Vous nous répondez au 39 21 et évidemment faustine.europe1.fr pour vous manifester sur tous les forums. Je vous embrasse très fort. Merci Julia. Merci Faustine. Vous êtes très belle. À Merci. demain. À demain. Christine dans un Bravo instant. vous attend dans le couloir. Laurent Ruquier sur Europe 1.